Merci, bonjour et bienvenue amis téléspectateurs de Amani TV sur l'entretien avec. Aujourd'hui, nous sommes avec le professeur Sylvain Boko. Bonjour professeur. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir à Amani. Le plaisir est partagé. Ce n'est pas votre première fois au Sénégal? Absolument pas. Je suis béninois, donc de la sous-région. Donc voilà, je suis ici. Et vous êtes là dans le cadre d'une conférence que la CODA, la Coalition pour le dialogue sur l'Afrique, organise. Oui. Et vous êtes là également comme membre du comité technique de la CODA. Sur la mobilisation des ressources domestiques. Alors, en quoi consiste peut-être votre présence et surtout les travaux que vous aurez à faire pendant cette conférence? Oui. Alors, donc, déjà, le comité technique, c'est un comité technique du panel de haut niveau de l'Union africaine sur les flux financiers illicites, et donc qui se charge, qui s'occupe de la mobilisation des ressources domestiques, c'est-à-dire renforcer la capacité de nos États dans ce domaine. Il se fait que les flux financiers illicites constituent une grande partie donc, des ressources que l'Afrique perd chaque année. C'est-à-dire que lorsque vous lisez le rapport du panel de haut niveau de l'Union africaine, c'est-à-dire présidé par le président Mbeki, et qui était publié en 2015, il est estimé dans ce rapport que l'Afrique perd jusqu'à 50 milliards de dollars par an à cause donc des flux financiers illicites. Et là, vous savez que c'est un phénomène qui a plusieurs dimensions, n'est-ce pas? C'est-à-dire la dimension évasion des taxes, dimension carrément mentir sur les valeurs des marchandises qui sont exportées ou vendues. Importées. Il y a la dimension corruption, n'est-ce pas? Et ce qui affaiblit nos institutions, ce qui effectivement renforce le manque de transparence, n'est-ce pas, dans les affaires, surtout dans des industries clés de notre économie, des industries comme les extractives, par exemple. Alors donc, il faut combattre ce phénomène. Et il faut combattre ce phénomène effectivement pour que nos États ne soient pas toujours obligés d'aller à l'extérieur pour aller faire des prêts, pour aller tendre la main. Nous avons les ressources, donc, seulement que nous les perdons. Donc avec les sommes d'argent, les ressources qu'on perd avec les flux financiers illicites, on pouvait financer quelque part notre développement. Et on peut financer nos besoins en développement. C'est-à-dire les besoins pratiques, que ce soit dans la santé, l'éducation, etc. etc. Nous pouvons nous occuper de notre propre développement. C'est ça le message. Si seulement on pouvait avoir accès totalement à nos ressources qui nous sont dues, aux pays africains. Et quand on parle de flux financiers illicites, on en parle, beaucoup de personnes également ne maîtrisent pas ou ne connaissent pas exactement comment se manifeste le phénomène. Oui. En tant qu'économiste aujourd'hui, si vous devez expliquer ça en termes clairs. Oui, c'est très simple. C'est-à-dire, quand on parle d'un phénomène illicite, ça veut dire qu'il y a un certain niveau de manque de moralité dans ce que les gens font. C'est-à-dire, il y a des sociétés, surtout des compagnies internationales, qui falsifient, par exemple, n'est-ce pas, les textes de loi. Déjà, il y a l'évasion des taxes, il y a déjà le mensonge même sur la valeur, n'est-ce pas, des marchandises, il y a le fait que on paye des pots de vin. De la corruption donc. De la corruption donc, pour avoir accès exclusif et de façon même illégale parfois aux ressources, n'est-ce pas, que ce soit dans le domaine extractif, dans le domaine du pétrole, etc.
n'est-ce pas? Et donc ça veut dire que tout ça, c'est des pertes énormes qui quittent l'Afrique et qui sont utilisées ailleurs pour les besoins d'autres pays et d'autres acteurs, et ça veut dire que c'est des pertes pour nous et nous sommes obligés de combler ça. Et donc ça veut dire que nous continuons à végéter dans la pauvreté à cause de ça. Notre développement, le futur du développement de l'Afrique dépend donc de notre capacité de retrouver, de retracer, de retrouver ces ressources et de rapatrier ces ressources. Et vous, vous êtes économiste, mais vous vous intéressez également à ces questions-là de recouvrement des avoirs. Mais ça fait partie de l'économie, parce que moi, la partie qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit être en train de faire avec ces ressources. Je suis économiste de développement, je suis un planificateur. Donc, je suis avec je conseille les gouvernements, c'est ce que je faisais par exemple à la CEA, sur la planification, sur les perspectives d'avenir. Mais on peut faire tout ça de façon très élégante, avec des équations très fouillées. Mais ce n'est pas possible de mettre en œuvre ces programmes sans les ressources. C'est là, c'est l'intersection, ça. C'est lié donc. C'est lié donc. Voilà. Le développement, le futur du continent, c'est lié, n'est-ce pas, à la capacité de recouvrer, de rapatrier ces ressources. Et vous avez évoqué tout à l'heure le secteur extractif comme étant en tout cas un secteur qui a en tout cas un apport considérable pour les flux financiers. Absolument, qui s'apprête parce que il s'est fait que c'est un peu difficile à nos États aujourd'hui d'avoir la capacité de bien contrôler ce secteur. Ça fait partie de ce que nous voulons faire, ce que nous sommes en train de faire, c'est de développer, n'est-ce pas, encore plus la capacité de nos États à mieux contrôler, à mieux suivre, n'est-ce pas, le secteur des extractifs. Parce que la capacité n'étant pas là, et les acteurs, n'est-ce pas, ont plus de facilité et à se donner à ces comportements illicites, à pouvoir mettre en œuvre des mécanismes pour, n'est-ce pas, contourner même les lois et les règles et les règlements des pays et pouvoir donc faire sortir donc les ressources de notre continent de cette façon illicite dont nous parlons. Et justement, il y a juste un an, avec le scandale Glencore qui a suscité beaucoup de débats, et vous, dans le panel que vous aurez à modérer, vous allez parler justement de ce scandale-là. En quoi consiste justement le scandale de Glencore et comment est-ce que ça impacte peut-être le développement des pays qui ont été victimes? Voilà un cas, et par exemple, parmi tant d'autres, mais voilà un cas, et évidemment où l'acteur principal, c'est-à-dire la société Glencore, à travers ces différentes succursales, c'est donc prêté à des pratiques de corruption très claires, très avérées, déjà prouvées dans les différentes cours internationales, devant les justices internationales, où même de l'argent était transporté par avion pour pouvoir donner des pots de vin directement à des officiels des pays victimes. Il y en a 6 en Afrique qui sont des pays victimes. Et pourquoi? C'est pour pouvoir avoir accès exclusif aux ressources de ces pays. Vous voyez, que ce soit dans le domaine du pétrole, dans le domaine des industries extractives, parce que c'est une grosse société Glencore. Lorsque l'affaire s'est éclatée, Glencore a été poursuivi par la justice des pays d'origine, c'est-à-dire les États-Unis et des pays européens, Canada, etc. Et donc, a dû payer, donc, vous voyez, des amendes
des amendes très fortes de milliards de dollars. Mais les pays victimes n'ont rien reçu. Et votre préoccupation, c'est justement au niveau des pays africains. C'est justement au niveau de ces pays victimes. Qu'est-ce qui revient aux pays victimes africains? Nous perdons non seulement déjà les ressources qui sont parties par ces pratiques illégales, illicites, mais en plus, lorsque la justice a enjoint donc cette société, cette compagnie, de payer des amendes, rien n'est revenu au pays africain. C'est paradoxal. Ce n'est pas normal. Et là, on parle clairement et directement des milliards de dollars qui sont donc perdus. Et donc, pouvoir rapatrier ces ressources, n'est-ce pas, ou au moins avoir accès quand même, dit la justice de nos pays victimes, qui doit poursuivre, n'est-ce pas, cette compagnie pour avoir mis en place des systèmes de corruption, n'est-ce pas, qui ont profité à cette compagnie à ce niveau de revenus dont on parle, c'est-à-dire des milliards de dollars, et sans jamais rien payer, n'est-ce pas, au gouvernement de ces pays victimes. C'est là le problème. Ça veut dire que c'est des manques à gagner pour le développement de ces pays. On doit normalement publier tout ce qu'il y a comme information sur cette affaire pour que tout le monde soit aguerri, informé et pour que surtout que les autorités des pays victimes, si elles ne sont pas déjà informées, si elles ne sont pas déjà, n'est-ce pas, c'est-à-dire sur cette affaire, et si elles ne sont pas déjà mobilisées sur cette affaire, qu'elles soient mobilisées et qu'elles mettent en œuvre toutes, n'est-ce pas, les ressources qu'il faut en termes de la poursuite, n'est-ce pas, de ces ressources pour que ces ressources, Glencore puisse payer. C'est ça. Et justement, quelle doit être donc la posture de ces pays victimes? Quelle doit être la posture des autorités, des décideurs, des médias, mais des économistes peut-être? Déjà, je pense que tout comme les pays d'origine avaient, n'est-ce pas, poursuivi, c'était en justice, cette société, il faut que la justice dans nos pays victimes puisse faire la même chose. Il faut que les pays victimes puissent être récompensés pour le tort qui a été fait, dont ils ont été victimes. Parce que c'est une affaire très claire. Il y a eu du tort et il faut qu'il y ait donc des dommages, voilà, qui sont payés. Ça, c'est très clair. Ils doivent donc se battre pour qu'il y ait cette dédommagement. Ils doivent se battre. La justice dans chaque pays, dans chacun de ces pays, les autorités dans chacun de ces pays victimes doivent se battre pour que justice soit faite. Et au-delà, vous ne considérez pas peut-être ces questions comme des questions que des pays doivent régler en tout cas de façon singulière, mais vous pensez qu'il faut une voix africaine pour porter? Absolument, il faut une voix africaine. Nous luttons pour ça. Au sein de CODA, ça fait partie du mandat de CODA, par exemple, c'est de pouvoir susciter, de pouvoir non seulement susciter, mais pouvoir mettre en œuvre les stratégies qu'il faut pour que les pays africains, la voix de l'Afrique, soit non seulement entendue, mais intégrée dans toutes les discussions qui se passent au niveau global. Et justement, il y a la conférence mondiale de l'ITIE qui va bientôt démarrer à Dakar. Absolument. Quel doit donc être le rôle de l'ITIE dans ce cadre? Nous, on demande à ce que l'ITIE puisse défendre les intérêts des pays membres africains. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas seulement parler sans que des organisations lourdes comme l'ITI et qui ont de la force, n'est-ce pas, de faire de la pression, n'est-ce pas, et cette pression peut se faire de plusieurs manières et pour amener
non seulement les gouvernements africains, mais aussi sur le plan global, parce que c'est ça ce que l'ITI peut faire, c'est de pouvoir faire la pression au niveau global aussi pour défendre l'intérêt des pays africains qui sont membres quand même, n'est-ce pas? Donc, il faut, et deuxièmement, moi je pense que renforcer les capacités aussi des démembrements de l'ITI dans ces pays-là. Pour qu'ils puissent s'affirmer aussi. Exactement, pour qu'ils puissent s'affirmer aussi. Moi, je pense que il y a du travail qui a fait à ce niveau-là. Alors, et pendant la conférence, il y a des sessions que vous devez modérer. Vous allez prendre pour cas, vous en tout cas, le cas de Glencore. Quelles sont peut-être les attentes que vous avez au sortir de ces discussions-là? Déjà, le fait que nous puissions partager l'information. Parce que c'est des informations qui ne sont pas toujours accessibles et connues n'est-ce pas, des acteurs qui ont la possibilité, n'est-ce pas, de prendre cette information pour pouvoir maintenant faire le suivi, n'est-ce pas. Donc déjà partager cette information. C'est de faire parler les pays victimes. Parce que ce genre de comportement, n'est-ce pas, a des impacts réels. Ce n'est pas de la pédagogie quand on parle des milliards de dollars qui sont perdus pour un pays, pour des pays pauvres comme les nôtres. Nous n'avons pas la capacité de supporter, n'est-ce pas, la perte de ces ressources parce que nous en avons besoin pour notre développement. Donc les pays victimes vont venir, vont parler. Nous voulons aussi faire la pression sur la justice dans chaque pays et de pouvoir aussi se lever pour porter le combat. Parce que si on laisse passer ce cas, ça veut dire qu'il y a d'autres cas qu'on va laisser passer. Et ça, c'est l'avenir. Nous sommes en train de jouer avec l'avenir de nos enfants et des enfants de nos enfants. Nous n'avons pas le droit de le faire. Et justement, en parlant de ces enfants-là, vous êtes économiste africain et cette question-là sur les flux financiers illicites est une question de souveraineté. Quel est donc votre message peut-être pour le public africain qui nous suit? Déjà, et comme vous avez commencé par parler des enfants, donc disons les jeunes africains aujourd'hui qui sont en train d'être formés, qui sont en train d'être éduqués. J'aimerais renforcer le message de citoyenneté. On est des Africains, nous devons d'abord nous occuper de nos propres affaires. Nous devons apprendre que les besoins de développement de notre continent ne sont pas les affaires des autres. C'est nous-mêmes qui devons C'est nous-mêmes d'abord. Et si on comprend ça, ça veut dire que le comportement que nous menons, c'est-à-dire ne nous laissons pas, n'est-ce pas, entrer dans la tentation de la corruption déjà, mais en même temps de pouvoir se mettre devant et défendre les intérêts de notre continent. Ça, je pense que c'est un message que je voudrais faire passer aux jeunes pour que quand ils seront demain, ils et elles seront demain dans des instances de décision. Des institutions à l'interne comme à l'externe, pour que ce message leur reste en tête et que l'intérêt de l'Afrique, parce que personne d'autre ne nous défend. Ça, il faut comprendre. Personne ne défend l'intérêt de l'Afrique à l'externe. C'est sympa, nous. Et c'est ça ce message que je veux passer. Merci beaucoup. Merci également à vous, amis téléspectateurs de Amani TV. C'était un plaisir de vous présenter cet entretien avec le professeur Sylvain Boko. On a parlé de flux financiers illicites, on a parlé également du cas Glencore. Et toutes ces questions concernant l'Afrique. Merci donc d'avoir suivi. Et à très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.